Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de mon blog qui jusqu'ici a reçu des avis plutôt positifs et ça fait extrêmement plaisir. Et ça me permet moi de continuer et d'avoir une bonne raison de continuer et de faire différentes choses. J'ai beaucoup de sujets sur le feu qui seront plus ou moins complexes, plus ou moins divers. Et pour aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit démontage surprise. J'ai pour vous un objet inconnu qui risque de plaire à pas mal d'audiophiles et qui est un objet absolument impossible à trouver comme ça, qui est très curieux, qui est très intéressant. Je ne l'ai jamais démonté, je ne sais pas ce qui m'attend. Peut-être que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, peut-être que ça va aller très bien, je ne sais pas, mais ça c'est toute la surprise. Alors voici devant la boîte mystérieuse, ici une étiquette, si on peut lire, Pioneer. Alors qu'est-ce que c'est là, que c'est là, que c'est là? Oh, qu'est-ce que ceci? Donc on reconnaît tout de suite le symbole. On va reconnaître tout de suite le symbole de TAD. C'est donc un haut-parleur fabriqué par TAD pour la gamme d'enceintes Pioneer, la série S1 et S2. Ce sont deux enceintes grand public plutôt de haut de gamme que Pioneer fait sous-traiter à TAD, tout du moins au niveau des haut-parleurs. Ce haut-parleur est un peu spécial, c'est un haut-parleur assez particulier parce que c'est un haut-parleur à deux voix coaxiales. Alors c'est une sorte de concentré de technicité à la TAD. Il y a à peu près toutes les, on va dire les caractéristiques des haut-parleurs TAD. Tuteur en beryllium, ici membrane en magnésium. On voit qu'il maîtrise à peu près tous les aspects possibles et imaginables des haut-parleurs. Ici, un aimant en néodymium qui est assez conséquent. Il doit faire à peu près ici une dizaine de centimètres de diamètre, ce qui est assez colossal dans le genre. C'est un système assez bien foutu. C'est un système ouvert. La bobine mobile est visible ici. Elle est à l'air libre. Hein, là, on voit tout simplement les borniers pour le médium et de l'autre côté le bornier pour l'aigu. Ici. Donc, il y a les deux haut-parleurs là. Alors, c'est un haut-parleur qui a l'air d'être démontable. Alors, on va le démonter. Je ne sais pas du tout ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le médium aigu dans ces enceintes. Il y a deux références d'enceintes, une avec deux haut-parleurs de grave et une plus petite avec un seul haut-parleur. J'ai récupéré une paire utilisant ce haut-parleur là et un haut-parleur de grave, une paire que j'utilise en surround. Ces haut-parleurs là, eux, ont été changés. Ceux-là ont en fait la partie aiguë qui ne fonctionne plus, qui a dû être cramée. Donc ça, j'ai pu récupérer les haut-parleurs qui étaient avant. Alors on va démonter ça, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans les entrailles. J'avoue, je me demande bien ce que je vais pouvoir y trouver, mais ça a l'air d'être démontable. Alors ça tombe, ça ne sera pas démontable très loin. Voilà. Alors là, il y a 6 paires de vis. On va commencer par les vis à l'intérieur. Alors on ne sait pas trop pourquoi il y a 6 paires. Disons, si on regarde comme ça, avec une vis, ouais, on se doute bien que les vis intérieures ne font que fixer la plaque de champ aux aimants. Ce qui n'est pas courant d'ailleurs de pouvoir mettre de la visserie dans les aimants eux-mêmes. Bon, le néodymium le permet a priori. Donc j'ai pas enlevé les vis intérieures vu qu'elles semblent simplement se fixer sur l'aimant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'enlever la partie moteur du saladier. On va enlever ça. Alors ce sont des haut-parleurs qu'on ne peut pas trouver a priori dans le commerce comme ça. Ce sont des pièces de rechange.
qu'on demande, que certains revendeurs peuvent avoir sur demande. C'est quelque chose qui est plutôt confidentiel, qui vaut absolument une fortune. Ces haut-parleurs-là ont des prix absolument colossaux à la TAD. Ils sont même encore plus chers que ce qu'on pourrait croire parce que ce ne sont pas des modèles construits en grande quantité. Ce ne sont pas des choses qui sont distribuées autrement que pour le service après-vente ou dans des produits finis. Alors, ici, ah oui, l'aimant s'enlève, hein, a priori. Mais il faut dessouder les deux fils de l'aigu parce que ici les fils vont à l'intérieur et sont collés dessus. On va aller chercher notre filet à fer à souder. Hop. Ce qui est bien, c'est que c'est un fer qui chauffe très vite. Alors c'est un ACO, un magnifique petit fer à souder que je trouve vraiment super. J'utilise ça tout le temps. Si c'est un investissement qui vaut le coup, acheter un fer à souder professionnel, pas un fer à souder pas cher. Ça change vraiment tout. Là, bon, il est chaud. Ok, donc on enlève la partie ici. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ceci nous réserve? Oh! Alors là. Ok, donc, on a séparé le moteur de toute la partie mobile médium. Alors là, c'est une pièce magnifique, entièrement en aluminium. C'est un alliage léger avec le haut-parleur de médium et son spider. C'est une bobine a priori à bobiner que d'un seul côté en fil plat. On voit très bien le fil plat. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer vraiment dessus. C'est une bobine à fil plat. Si on regarde de près, j'essaierai de faire une photo de près. C'est du fil à section rectangulaire, bobiné comme ça. C'est monocouche. C'est assez bien fait. Hein. Alors, le support de la bobine semble être sur du Kapton ou quelque chose comme ça. C'est jaune doré. Voilà, donc ici la membrane en magnésium qui est revêtue d'une sorte de vêtement collant blanc, la poussière qui va dessus. Et puis devant le trou et la membrane. Alors c'est un petit débattement de quelques millimètres. C'est vraiment une pièce magnifique. La finition est absolument exemplaire. Là on est dans le haut de gamme industriel, dans le genre. On comprend pourquoi ça coûte cher. On voit où le pognon va. C'est quand même quelque chose de qui est le must dans le genre. Alors, le moteur. Alors là, on est vraiment dans un truc vraiment bizarre. Là, on est dans un gros bloc. Voilà. Ici, on a, a priori, contrairement à ce que je pensais, c'est pas un aimant, c'est une pièce métallique. Ça, l'aimant doit être dedans, finalement. Ça tombe, c'est un système annulaire. Là, j'avoue, je sais pas. Donc, là, effectivement, les vis intérieures tiennent cette partie-là. Alors, voici l'intérieur, la grille avec le dôme beryllium et les fils qui vont dedans. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le démonter. Là, j'avoue, je ne sais pas comment c'est foutu. On va essayer d'enlever les vis derrière. J'ai essayé de faire ça sans endommager le truc. Je vais essayer de le remettre sans... C'est pas évident, hein. C'est assez risqué. Donc on va essayer de le remettre sans casser la membrane. Voilà. On va essayer d'enlever ces vis là. Alors je sais pas si on va pouvoir les décoller parce que cette tombe c'est un système collé ou simplement les aimants sont tellement puissants que ça va être extrêmement difficile à séparer. Je sais pas, là j'avoue. On va voir un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, on va voir si on va réussir à séparer
séparer les éléments entre eux. Ça va pas être évident. À mon avis, ça tient très très bien. Bon, là j'avoue, je ne sais pas si je vais réussir à les séparer facilement. À mon avis, c'est collé. J'ai pas trop envie de le casser pour. Alors je sais pas si ces trucs-là sont fixés, s'ils sont collés. Je vais essayer de voir si je peux décoller le panneau arrière. Et voilà, puis je reviens pour voir si c'est possible ou pas. Alors après bien des efforts, j'ai réussi à séparer ces deux pièces-là. Alors c'est quasiment pas collé, ça ne tient qu'avec le champ magnétique. C'est quand même toute une histoire à faire, à bouger. C'est extrêmement dangereux d'essayer de soulever ce genre de truc. C'est comme manipuler des aimants néodymium ou des aimants très puissants entre eux. Il faut vraiment faire attention. Parce que ça a vite fait de se refermer tout de suite et de se pincer les doigts particulièrement fort. Alors, voilà la pièce. Alors c'est une pièce en métal tourné, hein, elle est intégralement tournée, hein, c'est magnifique, c'est vraiment une mécanique de précision, c'est une qualité de surface qu'on rencontre assez rarement dans ce genre de domaine. C'est du TAD quoi, hein, y a pas, ils font pas de compromis dans le genre. Hein. Ça c'est une belle pièce en métal. Voilà, ici le trou passait les fils du haut-parleur d'aigu. Et ça c'est la pièce d'aigu et la plaque de champ arrière. Alors ça forme un tout. Là j'avoue, il faut que je regarde un peu comment essayer de démonter ça. Alors l'aimant semblerait être sur cette section ici. La première couche ici, c'est là où le champ magnétique est le plus puissant. Ensuite, on a une autre plaque de champ qui semble être celle de l'aigu. Après, une sorte de pièce moulée en aluminium. Une pièce assez particulière où rentrent les fils ici et derrière. Les deux fils qui rentrent là. Alors, le dôme est juste ici. Il est juste là. On le voit un peu comme ça. C'est un dôme beryllium avec une pièce là. Et c'est vraiment un montage très, très bizarre parce que alors je ne sais pas s'il y a deux aimants ou s'il y en a qu'un. Il faudrait que je regarde sur les éclatés qui sont montrés sur le site de Pioneer. Mais ça forme un tout qui est à mon avis assez difficile à démonter. Alors là ici tout autour c'est un circuit imprimé. C'est un anneau en verre époxy où sont soudés les fils d'arrivée par rapport aux fils qui vont directement sur la bobine mobile. Alors, la pièce en beryllium est d'un seul tenant, c'est une seule pièce. Alors, est-ce qu'il y a une suspension ou pas? C'est difficile de voir, il faudrait réussir à démonter ça. Alors, je vais essayer de jeter un œil sur le moyen de démonter ça, si c'est possible, sans détruire, parce que je voudrais bien ne pas détruire le truc, et puis voir un peu si on peut aller un petit peu plus loin. Bon, après une bonne dizaine de minutes d'essai, en fait c'est quasiment indémontable sans être obligé de le détruire. Bon, c'est pas bien grave parce que de toute façon le haut-parleur d'aigu était cramé et donc il n'est pas vraiment utilisable. Alors c'est quand même un montage extrêmement particulier. Alors voici la pièce telle qu'elle est faite à l'intérieur. Alors il y a une pièce polaire au milieu, il y a l'entrefer ici, cette bande là. Alors ça c'est la colle. Alors c'est vraiment une fabrication particulière parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait s'attendre de la part d'un haut-parleur de ce genre. TAD habituellement fait des membranes beryllium avec soit des suspensions assez dures comme les TAD 2001 ou même pour les gros moteurs TAD c'est carrément la suspension intégrée au dos, mais c'est une seule pièce en beryllium. Alors ici, voilà donc ça c'est le devant avec
le dôme. Et alors derrière, en fait, c'est un haut-parleur tout à fait conventionnel, avec un spider ici, la bobine, et une suspension qui est extrêmement souple. Le haut-parleur est carrément, quasiment à... Et il y a une suspension qui est exactement faite comme la suspension du grave, enfin du médium là. C'est une suspension caoutchouc absolument équivalente à celle-là, mais en miniature. C'est un bout de caoutchouc, c'est vraiment une suspension très souple. Et ici, le dôme en beryllium. Alors il y a juste le dôme, et on va l'ouvrir pour voir un peu la tête de la membrane. Mais c'est vraiment un truc tout à fait étonnant parce que c'est un haut-parleur conventionnel avec spider, suspension et tout, alors que c'est un tweeter à dôme beryllium. Alors on peut voir ici l'état de la bobine mobile qui est complètement cramée. C'est pas moi qui l'ai mise dans cet état, hein. C'est vraiment, s'il peut ajuster, voilà, c'est vraiment le truc a été cramé. Alors je ne sais pas comment, mais bon, c'est quand même, fallait envoyer vraiment un truc. Je pense que comme cette enceinte peut être mise soit en biamplification ou avec le filtre interne, je pense qu'elle a dû être mise en biamplification et sans filtrage et le truc a explosé, quoi. Alors c'est quand même bien cramé. Alors c'est un support de bobine en Kapton. Hein, le support est transparent. Hein, et voilà, c'est tout à fait étonnant. Je m'attendais pas du tout à voir quelque chose qui est construit de cette manière. J'aurais pensé au style de membrane que TAD utilise habituellement, comme ce qu'il y a sur le T703, qui est pareil, un petit dôme beryllium, mais pas du tout monté sur une suspension souple de ce genre. Alors on va essayer de... On va couper la suspension, et puis on va regarder si elle est de l'autre côté. Donc bon, bah, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Bon, tant pis, je vais le casser. Hop. Alors c'est vraiment du caoutchouc, alors c'est pas évident à couper. Et voilà. Donc c'est un dôme beryllium. Un dôme avec une collerette autour. Alors c'est en une seule pièce, c'est pas deux pièces rapportées. Un dôme plus un bout de cône qui a été mis. C'est comme d'habitude. Les membranes sont toujours faites par déposition, par vapeur, par dépôt de vapeur sur une forme, et ils obtiennent la forme qu'ils veulent. Alors ici c'est une forme avec le début ici pour fixer la suspension. Alors voilà, c'est le beryllium, et bon, c'est un matériau gris bleuté, un peu comme ça. Hein, c'est extrêmement léger. Donc voilà, je tiens dans la main plusieurs centaines d'euros de membrane beryllium cramées. Alors j'en ai un autre, hein, j'en ai un deuxième qui est pareil, qui est cramé. La paire d'enceinte a été réduite en poussière dans le haut-parleur d'aigu. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans ce style de haut-parleur coaxial. Alors ça, c'est la pièce de protection qu'il y a devant. C'est une belle pièce en aluminium avec un grillage devant. Hein. C'est toujours une finition parfaite, anodisée, tout. C'est magnifique. Et bon, et puis ça, ben voilà. Alors lui, il est utilisable. Hein, le haut-parleur de médium, il est bon. Hein. On peut le remonter et l'utiliser. Bon, le haut-parleur d'aigu, ben en fait, ce que je vais faire, moi, c'est... Ben, je remettrai peut-être la pièce juste pour dire, juste pour faire joli. La remettre comme ça. Voilà. Bon, ça marche pas. Mais on peut la remettre, et puis remettre le haut-parleur tel qu'il est, le recoller, le remonter, et l'utiliser comme haut-parleur de médium. Tout simple. Pourquoi pas? C'est quand même un haut-parleur de luxe. serait... Pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il sera recyclé comme haut-parleur de médium. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un haut-parleur que je pense que vous n'aurez jamais l'occasion d'ouvrir.
Un visiteur du site, nommé Igor, a posté un commentaire avec une question qui est extrêmement intéressante, qui pourrait se résumer ainsi, c'est comment étalonne-t-on les étalons? Parce que à partir du moment où on a un appareil de mesure qui est extrêmement précis, pour le calibrer, il faudra un appareil de mesure encore plus précis. Et on pourrait continuer à l'infini comme ça, et en fait on se retrouve à une impossibilité physique à un moment donné où comment je vais étalonner mon étalon qui sert à étalonner tout le monde. Alors en pratique, lorsqu'on envoie son appareil comme un Hewlett-Packard 3458A, les gens qui font les calibrations utilisent soit des appareils analogues qui ont des précisions assez équivalentes, ou des calibrateurs qui sont légèrement plus précis. Et c'est via une comparaison des deux appareils et un peu de statistiques qu'ils arrivent à garantir un résultat avec une tolérance donnée. Mais ils travaillent en général avec des appareils qui sont à peu près analogues. Mais ça ne répond pas à la question parce que eux, il faut bien que leurs appareils soient calibrés pour pouvoir calibrer tous les autres. Donc on se retrouve toujours avec la même question, c'est comment calibre-t-on les appareils de référence? Alors, le problème est bien là, c'est que la calibration se fait avec une référence à côté avec laquelle on compare. Et le seul moyen de résoudre le problème, c'est de ne plus avoir de référence, mais d'avoir des choses qui sont absolues. Alors, le seul et unique moyen de résoudre ce problème, c'est en fait de calibrer une grandeur physique à partir de grandeurs qui ne sont plus du tout liées à l'environnement ou à différentes grandeurs qui pourraient interférer. C'est-à-dire que maintenant, on passe dans un monde où la grandeur physique est totalement liée à des constantes fondamentales et à des états qui sont fixes et définitifs, qui ne dépendent rien d'autre que de leur existence même. Alors, pour illustrer cette manière de travailler, je vais prendre 3 exemples de grandeurs à partir desquels on définit des étalons qui ne dépendent plus de rien. Le premier, le plus connu, c'est la définition du temps. Alors, le temps est actuellement défini par des aspects atomistiques. On utilise par exemple des atomes de césium ou des atomes de rubidium comme étant la source, par un truchement d'une propriété physique quelconque, une source de référence dans le temps. C'est un certain nombre d'oscillations qu'il y a eu dans un état particulier, d'un atome particulier, dans des conditions particulières. L'atome a des propriétés qui sont absolues, qui sont les mêmes partout, théoriquement dans l'univers, et qui ne dépendent pas d'autre chose que de lui-même, de ses propriétés fondamentales. Et donc, pour le temps, par exemple, on va utiliser les propriétés de certains atomes judicieusement choisis pour pouvoir servir de référence. Alors, voici un exemple de l'horloge au rubidium. On peut en trouver maintenant sur eBay pour pas grand chose, quelques dizaines de dollars, des horloges qui ne sont plus dans les tolérances voulues, par exemple dans les stations GPS, mais qui peuvent servir de référence extrême pour l'amateur qui pourrait finalement les recycler pour leurs propres usages. Alors, dans ce cas de figure, comment ça marche? Alors, une horloge au rubidium, c'est un système asservi. C'est un oscillateur qui est asservi sur un événement physique qui est absolu. Ici, l'événement physique, ça va être un comportement d'un gaz de rubidium. Alors, comment c'est constitué? L'horloge est constituée d'une source de lumière. La source de lumière, ça va être un gaz de rubidium 87, qui est un isotope particulier, qui est choisi pour des raisons particulières. Et ça, c'est une simple lampe à gaz, comme une lampe à gaz à basse consommation, n'importe quoi. C'est une lampe qui va émettre de la lumière. Ensuite, cette lumière va être dirigée dans une cavité résonante. Cette cavité contient aussi du rubidium 87. Simplement, c'est du gaz, c'est du gaz dans une cavité, et cette cavité va être excitée par un champ micro-ondes à une fréquence donnée. Si dans le cas du rubidium, ça va être une fréquence de 6,84 GHz. Et de l'autre côté, on a simplement une cellule photoélectrique. Cellule photoélectrique dont le niveau va être amplifié, etc. Et quelque part, cette grandeur ici va repiloter
l'oscillateur haute fréquence. La propriété physique ici, c'est simplement lorsque la fréquence ici colle vraiment avec les propriétés du gaz du rubidium, on a une variation d'opacité du gaz qui est ici. Et c'est cette variation d'opacité qui est détectée par la cellule photoélectrique. Alors cette variation d'opacité, elle est très faible, elle est de l'ordre de 0,1%. Donc la qualité de l'ensemble de mesure est fondamentale. Mais une fois que ça c'est réglé, cette variation est extrêmement pointue et est valide sur une plage de fréquence ici extrêmement faible. Si on ramène ça à un facteur de qualité, comme par exemple un filtre coupe-bande, c'est un facteur de qualité de l'ordre de 10 puissance 7, ce qui est un facteur de qualité gigantesque. C'est-à-dire que l'étroitesse de la plage de fonctionnement est extrême. Et donc, à partir du moment où on pilote un oscillateur qui va être forcément lié à ce petit creux qui est extrêmement fin, on va se retrouver avec une source de fréquence extrêmement stable. Et à partir d'une source de fréquence, on sait générer à peu près n'importe quoi, qui est synchronisé avec. Donc, ici, c'est une propriété physique optique d'un gaz de rubidium qui est utilisé lorsqu'il est excité par un champ micro-ondes à une fréquence donnée. Voilà par exemple comment on obtient des temps de référence. Donc, ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est que l'on se polarise sur un minimum. Donc il n'y a pas de notion de calibration de quoi que ce soit. La seule chose ici qui importe, c'est le bruit de fond, c'est la rapidité de fonctionnement du système bouclé ou des choses comme ça. Mais cette fréquence-là est complètement liée aux propriétés du gaz et à rien d'autre. C'est un premier exemple de grandeur physique, on va dire absolue. Alors bon, ça c'est du temps, mais on va en avoir besoin pour, par exemple, expliciter le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est par exemple la tension. Alors la tension, elle est issue d'un phénomène qui s'appelle la tension de Josephson. C'est un système qui apparaît dans certains types de jonctions, un semi-conducteur, lorsqu'ils sont refroidis à très basse température. Et cette tension de Josephson est une tension qui apparaît au bord d'un semi-conducteur, et cette tension est explicitée sous la forme suivante. Lorsque cette tension est soumise à un champ extérieur, un champ micro-ondes, d'une fréquence F, il apparaît à ces bornes une tension qui vaut un entier ou une fraction de 2 entiers, constante de Planck divisée par 2 fois la charge de l'électron. Donc ici, on a affaire à une tension qui ne dépend que de données fixes, qui ne dépendent rien d'autre que de constantes fondamentales, d'un rapport d'entiers éventuel et d'une fréquence. Alors, la fréquence, on a vu avant, on est capable de la générer avec une autre propriété comme un gaz de césium ou une horloge atomique quelconque. Donc à partir de là, on est capable de générer des tensions de référence qui sont issues exclusivement de données physiques fixes. Alors ça, c'est utilisé par exemple pour vérifier la linéarité d'un DAC. Lorsqu'on a un appareil comme l'HP, le 3458A, qui a un 8 digits et demi, ce type d'appareil, c'est simplement un DAC qui mesure une entrée, qui mesure un signal analogique et qui fournit un numéro qui correspond à ça. Lorsqu'on veut calibrer un appareil comme ça dans l'absolu, on doit d'abord tester le 0, ce qui serait un offset, tester la tension maximale pleine échelle qui est une tension de référence, et tester une linéarité. Lorsque l'entrée varie linéairement d'une valeur donnée, il faut que les nombres lus correspondent exactement aux valeurs discrétisées avec une loi parfaitement linéaire. Alors, comment on peut tester l'offset, il suffit de voir s'il y a une tension ou pas, et on peut tester la tension de référence par comparaison avec une tension de référence de ce genre, mais comment peut-on tester la linéarité de ça? Eh bien, il existe des appareils qui sont des jonctions de Josephson, des milliers de jonctions qui sont mises en série.
et dont on va mesurer qu'on va utiliser les tensions point par point, et on va alimenter l'appareil avec ce réseau de jonctions qui fournit à chaque point une tension extrêmement précise et qui est un pas. Et ça permet de mesurer, par exemple, ce style d'appareil avec peut-être 5000 ou 10 000 points de mesure tout le long de la pleine échelle et d'avoir exactement la valeur en tension d'entrée, et on va pouvoir vérifier si le chiffre obtenu par lecture en sortie du... Enfin, c'est pas un DAC, c'est un ADC, convertisseur analogique digital. On va voir si les valeurs, les nombres issus de la conversion correspondent bien aux nombres auxquels on s'attend en utilisant à chaque étape de l'échelle de jonction. Alors ici encore, on a des tensions de référence dues à un phénomène physique qui est lié à des constantes fondamentales dont on connaît les valeurs, soit dans l'absolu, soit dont on connaît des valeurs d'une manière expérimentale, mais avec énormément de chiffres significatifs, bien au-delà de la précision de ce style d'appareil. Alors ça, c'est le deuxième exemple, lorsqu'on utilise une référence de tension. Alors pour chaque grandeur physique, on a un phénomène physique qui est associé. C'est pour ça que, en fait, si on s'intéresse à une grandeur donnée, on pourrait passer des heures à expliciter les phénomènes physiques en cause, les fonctionnements du système, l'application expérimentale de ces phénomènes, etc. Ce sont des mondes vraiment de laboratoires extrêmement spécialisés, parce que ces phénomènes, en général, se produisent dans des supraconducteurs, à des très basses températures, avec des champs magnétiques très élevés, etc. Donc, ce sont des conditions extrêmes qui nécessitent un appareillage extrêmement complexe. Et c'est pour ça que les organismes qui font les calibrations des appareils n'ont pas ce style de matériel, et eux-mêmes vont soumettre leurs appareils de référence à des autres organismes extrêmement équipés pour ça. Alors, troisième exemple de grandeur de référence, c'est la résistance. Alors, la résistance, on aurait plutôt pensé avoir des courants de référence, par exemple. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On va utiliser des résistances de référence. Alors, d'où vient ce concept de résistance de référence? Il vient d'un phénomène qui s'appelle l'effet Hall quantique. Alors, l'effet Hall, c'est quoi? L'effet Hall, c'est simplement un cristal dans lequel on fait circuler un courant, I. On fait passer un champ magnétique B orthogonal au courant, et ce champ magnétique va faire dévier les électrons qui, au lieu d'aller tout droit, vont aller, alors ici le sens, je ne sais pas si je suis dans le bon marque, qu'importe. Les électrons vont être déviés, et va apparaître sur les deux parois opposées une tension, qui est la tension de Hall. C'est un phénomène physique parfaitement connu, extrêmement simple, donc c'est un phénomène, bon. Mais sous certaines conditions, cet effet Hall devient non plus linéaire, enfin linéaire, disons continu. C'est-à-dire qu'ici, si on définit ce qu'on appellerait la résistance de Hall par rapport au champ magnétique, la résistance de Hall qui est U sur I, et ici on aurait quelque chose, si le champ magnétique augmente, on aurait, admettons, la tension va augmenter, donc hop, on aurait quelque chose comme ça. Mais sous certaines conditions, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Les effets quantiques vont venir interférer avec ça. Et en fait, on va se retrouver non pas avec une courbe comme ça, mais une courbe avec des plateaux qui deviennent de plus en plus... c'est pas très bien décidé, mais des plateaux comme ça, fixes à certaines valeurs du champ. Et ces plateaux sont parfaitement horizontaux et sont parfaitement définis comme étant des fractions, des valeurs fractionnaires d'une constante universelle. Cette constante universelle, qui est la résistance RH, qu'on nomme la résistance RK90, qui est, je donne une valeur comme ça, c'est la résistance de von Klitzing. C'est la constante de von Klitzing qui est égale à H sur un nombre entier, E carré. Ok ? RK90, c'est H sur E carré. Et ces plateaux, ce sont pour les différentes valeurs de n. Encore ici, on a la constante de Planck, on a la charge de l'électron. Et on a une valeur fixe, uniquement liée à des constantes définies. Et
on a ici une résistance que l'on extrait de ce système qui contient des valeurs quantifiées fixes qui sont fonction de L et qui sont des valeurs absolument indépendantes du courant, de la tension, de la taille du truc. Ce sont des valeurs fixes et définitives qui n'ont pas besoin de calibration ou quoi que ce soit. Et ça, c'est utilisé pour mesurer des résistances étalons. Et ça, voilà ici un troisième exemple de propriétés physiques qui ne dépendent que de constantes universelles et qui permettent d'étalonner les étalons. Donc, c'est effectivement le seul moyen de le faire, c'est de trouver justement des phénomènes physiques qui se dégagent de toute contrainte de multiples grandeurs qui auraient des imprécisions. Ici, il n'y a plus d'imprécisions, ce sont des données physiques constantes, qui sont des constantes universelles. Alors, certaines grandeurs dépendent de la vitesse de la lumière, de la permittivité, enfin de toutes sortes de constantes de ce genre. Et on peut trouver des listes, des tableaux complets avec toutes ces grandeurs et toute leur interdépendance avec toutes ces constantes physiques E, H, il va y en avoir d'autres, epsilon 0, mu 0, etc. Et grâce à ça, on peut mesurer d'une manière quasiment parfaite, on va dire à la limite des connaissances du nombre de décimales de ces grandeurs-là, toute grandeur physique, et en l'occurrence toutes les grandeurs que l'on va utiliser en électronique. Ici, la résistance et la tension. Donc on peut faire une source de courant de référence simplement grâce à une résistance calibrée à partir d'un montage de ce genre et d'une tension issue de plusieurs jonctions de Josephson. Voilà, donc il y en a d'autres. Il y a par exemple les thermocouples pour les températures, il peut y avoir d'autres unités qu'on ne rencontre pas nous en électronique. Mais voilà, c'est toujours la même logique. Ce sont des grandeurs absolues qui ne dépendent de rien. Alors, j'espère que ça répond à la question que j'ai eue en commentaire. Et de toute façon, il n'y a pas de solution que ça.